Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, alors, bon, je peux pas voir la moitié de mon écran, super. Une seconde, voilà, super. Donc aujourd'hui, on va vous parler euh, de la responsabilité. En tout cas, essayer de comprendre comment les neurosciences peuvent nous informer dans une certaine mesure sur des notions de responsabilité morale ou juridique. Et ça ne marche pas, pourquoi? Ok. Donc pour vous donner un petit plan, dans la première partie du cours, moi, je vais vous parler du libre arbitre et de la manière dont il est opérationnalisé en neurosciences, plutôt sous le concept de volition. Et donc, je vais vous parler de quelques expériences là-dessus qui ont été menées en neurosciences pour vous donner une idée de ce qui se fait et un peu du résultat de ces expériences pour la deuxième partie du cours, où Yasmine vous présentera un argument logique contre la notion de la de la responsabilité en se basant entre autres sur ces expériences. Et puis, vous donnerez un peu plusieurs perspectives philosophiques sur le libre arbitre avant de parler de certaines conséquences possibles pour le droit pénal. Donc d'abord, je vais vous poser une question qui est qu'est-ce que le libre arbitre pour vous? Donc, je vous envoie aussi le lien dans les commentaires. Et donc, l'idée, c'est juste de faire une genre de mind map sur le libre arbitre. J'imagine que vous avez peut-être déjà vu des trucs comme ça. Donc, vous devez juste aller répondre un mot ou deux mots ou qui vous viennent à l'esprit. Donc voilà, j'espère que vous voyez aussi ça. Et donc, faut juste aller sur le lien et si vous pouviez tous taper un mot ou deux de ce qui vous vient en tête quand vous entendez le terme libre arbitre. Comme ça, nous, ça va un peu peut-être nous donner une idée des idées ou en tout cas des préconceptions à ce niveau-là. Et j'espère que ça marche. Je pense que ça marche mieux si maintenant c'est moi. Ah ouais, cool, ok. Cool, donc je vois qu'en tout cas la notion de choix revient souvent. Je pense que c'est bien parce qu'on va en parler. Finalement, la notion de liberté, et puis j'ai vu aussi conscience. On va parler de ça, déterminisme. Ah waouh, ça bouge beaucoup. Euh, Déterminisme, je pense que Yasmine va un peu en parler. Euh, cool. Bon, bah ça fait pas mal d'idées. En tout cas, je vois que vous avez pas mal d'idées, donc ça c'est cool. Donc je pense on va parler de certains de ces aspects-là, et vous verrez de toute façon. Je pense que ce qui est important dans cette classe, on- je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant aussi pour discuter. Donc j'aimerais bien insister aussi que vous n'hésitiez pas à me couper ou à poser des questions dans le chat ou à la fin, si on a le temps, je pense qu'on devrait avoir un peu de temps, on peut avoir une petite discussion pour voir vos avis ou si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit aujourd'hui. Euh, donc, comme je le disais au début, en, en neurosciences, on ne veut pas juste parler de libre arbitre. C'est quand même, enfin, vous avez vu, vous avez donné pas mal de notions différentes. Le libre arbitre, c'est euh, c'est un thème qui est vraiment large. Et pour ça, il est opérationnalisé. Donc, au lieu de parler de libre arbitre directement, on va généralement plutôt parler de volition. Et même si c'est censé être un peu plus simple de parler de volition, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme d'abord, mais c'est aussi un terme qui est lui-même assez difficile à définir. Pardon. Euh, et donc, là, je reprends certains aspects, certaines facettes du terme de volition que Patrick Agar avait, avait proposé dans une revue sur le sujet il y a un an. Et donc, l'idée, c'est qu'il propose en tout cas certaines notions sur l'abolition qui sont pas toujours nécessairement cohérentes entre elles ou qui sont peut-être pas toujours présentes dans chaque action ou dans chaque choix qu'on qualifierait de libre ou qu'on qualifierait de volition. Mais c'est un peu l'idée de pouvoir tester ces différents aspects avec des expériences. Donc, il y a l'aspect en fait, d'ailleurs, la volition, quand on parle de volition, c'est plutôt une notion d'action.
C'est une action, par exemple, qui est générative. Donc, c'est l'idée que cette action, elle va être générée de l'intérieur. C'est pas une action en réaction des stimuli auditifs ou visuels ou tactiles. C'est vraiment une action qui va être générée sans avoir, en tout cas, pas avec une réaction directe à l'environnement de la personne qui va poser cette action. Il y a aussi la notion du contrôle décisionnel. Donc, cette action, elle n'est pas automatique, elle n'est pas aussi ce qu'on dit habituelle. Il y a vraiment la notion de, il y a une délibération et j'aurais pu faire autrement. En tout cas, il y a cette sensation qu'on aurait pu faire autrement. Et puis une autre facette de ce concept d'évolution, c'est le fait qu'elle est dirigée vers un but. Donc en anglais, c'est un peu, on va faire des anglicismes, désolé, mais c'est la notion de goal directed ou reason responsive. Donc, on répond à des raisons, euh, et quand on pose un acte volitionnel, on a un genre d'objectif. Et ça nécessite, ce qui est assez intéressant, ça voudrait dire que ça nécessite des capacités cognitives. Donc, on doit être capable de maintenir une représentation de cette raison ou de ce but, et aussi de faire le lien entre la planification de l'action et la réalisation de ce but, et puis peut-être plus tard de comparer le résultat par rapport à ce qu'on avait attendu. Et puis il y a une notion qui est assez importante, historiquement en tout cas, c'est la notion de spontanéité. Donc on peut spontanément générer une action volitionnelle. Et puis finalement il y a la notion dont vous avez parlé sur le pôle, comment on dit, sur le sondage, d'expérience subjective, donc de conscience. On est conscient de faire cette action, de l'initier, et on est aussi conscient que c'est nous qui l'initions. Voilà. Ces différents aspects, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les représenter avec différentes contraintes sur les bases neurales de cette action. Donc, par exemple, une action qui va être générative, donc la première notion, générer de l'intérieur, on a cette idée que, en fait, avant cette action, on va pas trouver une forte activité qui est liée à cette action dans les cortex sensoriaux. Donc, par exemple, en cortex visuel, il ne devrait pas y avoir une activation qui généralement précède à cette action. Ou alors, donc, comme j'en parlais déjà un peu tout à l'heure, pour la troisième notion d'une action dirigée vers un but, il va y avoir un lien entre certaines capacités cognitives, peut-être dans le cortex préfrontal, par exemple, pour le maintien euh, de, ce, de cette représentation de ce but et cette action. Donc voilà, donc un peu chaque aspect, chaque notion a des prédictions qui sont intéressantes. Et là, pour le moment, je vais vous parler on va commencer par parler plutôt d'expérience qui s'intéresse à cet aspect de spontanéité, donc une action qu'on génère spontanément, et aussi l'aspect est-ce qu'on est conscient de cette action ou pas. Donc en fait, ce qui est un peu compliqué avec l'étude de la volition, c'est qu'on ne peut pas utiliser le schéma classique d'études en psychologie ou en psychophysique. En psychologie expérimentale, d'habitude, on donne, on montre ou on fait écouter à des sujets différents inputs, donc peut-être deux conditions qui diffèrent par certains détails qui nous intéressent. Et puis on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le cerveau, mais on a un output, donc un comportement. Et en fonction des conditions, on peut comparer ce qui se passe dans le comportement et en tirer certaines conclusions sur ce qui se passe dans le cerveau. Le problème de la volition, c'est que comme on disait tout à l'heure, c'est une action qui va générer de l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'input. On ne peut pas montrer des stimuli visuels, par exemple, et juste dire aux gens, ah, vous répondez à ce moment-là. Parce que l'idée même du truc, c'est que ça vient de l'intérieur. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser d'expérience classique en psychologie expérimentale. Et du coup, ce que les premières personnes qui s'intéressaient ou scientifiquement à ce sujet ont fait, ils ont directement été voir plutôt dans le cerveau. Et là, je vais vous parler brièvement d'une expérience qui est assez importante, qui a été faite par Kornhuber et Deike en 1965 à Fribourg, en Allemagne. Et dans cette expérience, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils demandaient aux gens, donc la tâche qu'ils avaient à faire, c'était simplement de bouger une partie de leur corps, donc par exemple le doigt, quand ils le sentaient. Donc, en gros, ils étaient assis en face, enfin, dans une chaise, sans stimulation extérieure, et leur seule tâche, c'était à un moment, enfin, tous les X temps, de bouger son doigt. Et ils mesuraient deux choses. Avec un électromyographe, donc un EMG, il mesurait l'activité musculaire, donc par exemple le moment où la personne va bouger son doigt, on va pouvoir mesurer ça très précisément.
et aussi l'activité en- électroencéphalographique, donc EEG. Et ici, ils ont utilisé une technique dont on avait parlé lors de la deuxième session, qui s'appelle la technique des potentiels évoqués, euh, ERP en anglais. Et donc, l'idée de faire ça, c'est avant chaque, c'était de moyenner, en gros, les époques, donc le signal obtenu pour chaque sujet avant le mouvement de leur doigt. Et donc, l'idée, c'est qu'ils se disaient, bon, bah, comme ça, avant ce mouvement qui est un peu un exemple d'un mouvement spontané qui n'est pas causé par une stimulation extérieure, on va pouvoir, euh, on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Et avant ça, ils trouvent de manière très fiable, donc ici, pour chaque tracé, vous avez l'activité sur une électrode pour un sujet, moyenné pour chaque mouvement qu'ils ont fait, et ils trouvaient systématiquement sur les électrodes au-dessus du cortex frontal et pariétal, donc là au-dessus, ils trouvaient systématiquement une négativité, donc le signal devenait plus négatif. D'ailleurs, de nouveau, je pense qu'on avait parlé brièvement lors de la deuxième session sur les neurosciences, il y a cette tradition en neurophysiologie de montrer le négatif vers le haut. Donc, c'est négatif, mais ça vers le haut. Voilà. Et alors la question c'est est-ce que là ce qu'on mesure c'est vraiment la base neuronale de l'action libre, volitionnelle? Est-ce qu'on peut vraiment euh, mesurer cette activité? Est-ce qu'on peut lier ça à une préparation de cette action volitionnelle? Et une personne qui s'est particulièrement intéressée à ça, c'est Benjamin Libet en 1983, qui a fait une expérience assez similaire à celle que je viens de vous montrer. D'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, je ne l'avais pas dit. Cette négativité qu'ils retrouvaient, ils l'ont appelé le readiness potential, en anglais, en allemand Bereitschaftspotential. Il n'y a pas de traduction en français, j'ai cherché, il n'y en a pas. Si vous en avez une bonne, vous pouvez la suggérer. Mais voilà, donc c'est juste le nom qui a été donné à cette négativité qu'on trouve avant une action volitionnelle. Et donc, ouais, l'expérience de Libet. Du coup, j'étais un peu curieux, est-ce que vous pourriez dire dans le chat ou avec votre micro, est-ce que vous connaissez déjà cette expérience? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Parce qu'elle est assez connue finalement, même par des gens qui font pas nécessairement des sciences cognitives ou des neurosciences. Non. Ok. Mais tant mieux, du coup, je vais pas vous embêter en vous réexpliquant tout. Euh, En fait, l'idée, ils voulaient refaire la même expérience que Kornhuber et Decker. Mais en plus de ça, il demandait aux gens de regarder un écran sur lequel il y avait ce genre d'horloge. Et donc sur cette horloge, il y avait un point qui bouge assez vite, pas nécessairement donc plus vite que les secondes, je pense que c'était 2,4 secondes pour faire le tour. Et simplement, ils devaient faire la même tâche, donc bouger leurs doigts quand ils le voulaient, appuyer sur un bouton ici précisément. Mais au moment où ils décidaient d'appuyer, donc au moment où ils se rendaient compte qu'ils avaient cette intention consciente d'appuyer, ils devaient rapporter, pardon, ils devaient rapporter sur l'endroit où le point était sur l'horloge. Donc par exemple, s'il était à côté de 37, il disait ah ben au moment où j'ai décidé d'appuyer sur ce bouton, ben, c'était au numéro 37. Et c'est ça permettait en fait aux expérimentateurs de savoir, d'avoir en tout cas une fenêtre sur le moment où cette intention consciente est formulée. Et donc ça, c'est le résultat de l'expérience. C'est une expérience un peu vieille, donc c'est pas un très beau graphe, mais on va essayer un peu de l'analyser. Donc, au moment où il écrit EMG, là, c'est le moment du mouvement. Donc, à 0 millisecondes, c'est le moment en moyenne où les gens bougeaient leurs doigts. Et puis, on a le début du readiness potential, donc de cette négativité dont je parlais tout à l'heure. Donc, le signal devient négatif sur les électrodes au-dessus du cortex frontal et pariétal. Alors, il y a le RP1 et le RP2. Je ne sais pas trop, j'ai oublié ce que c'était cette distinction, personne ne l'utilise, donc c'est pas très important. Mais en tout cas, il commençait plus 500 millisecondes avant le mouvement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait ce W, je ne sais pas pourquoi il l'appelait W, mais qui est le moment en moyenne où les gens disaient qu'ils avaient cette intention consciente d'appuyer sur le bouton. Et du coup, il y a vraiment ce gap entre le début d'une activité qui est liée à un mouvement et plus de 300 millisecondes plus tard,
la personne dit ouais, ben, j'ai décidé d'appuyer à ce moment-là. Et donc, ça, c'était assez surprenant en fait à l'époque. Benjamin Libet, en fait, lui, ce qu'il voulait prouver quand il avait fait cette expérience, c'était la perspective cartésienne. Donc, il voulait prouver que l'intention consciente arrivait avant la planification dans le cerveau, qui après était liée à un mouvement du corps. Mais, euh, mais ce qu'il trouve là, en tout cas, puisque lui, il en avait conclu, c'est que cette planification du cerveau, donc le début du RP, du Readiness Potential, elle arrive avant l'intention consciente. Donc, on en arrivait plutôt à un modèle où il y a cette planification qui cause une intention consciente et un mouvement de l'autre côté, mais cette intention consciente, elle n'est pas causale pour. Enfin, en tout cas, il y avait l'idée qu'elle n'était pas causale pour ce mouvement. Et donc, ça, c'était assez surprenant à l'époque, ça a surpris pas mal de gens. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, cette expérience. Il y a beaucoup de philosophes, entre autres, qui en parlaient. Les gens se disputent encore à ce sujet-là. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pas les seuls à avoir montré un truc similaire. Euh, il y a une expérience, donc cette fois-ci en IRM fonctionnel, qui a été faite il y a une dizaine d'années, où cette fois-ci, les participants devaient répondre pas sur un seul bouton, mais ils devaient, quand ils le décidaient, donc de nouveau quand ils le voulaient, appuyer soit sur un bouton avec leur main gauche, soit sur un bouton avec leur main droite. Et au lieu de voir une horloge, ils voyaient simplement un fil avec des lettres qui apparaissent. Donc là, T, D, Q, V. Et quand ils appuyaient sur leur bouton, on leur demandait quelle lettre est-ce que vous avez vu au moment d'appuyer. Donc de nouveau, c'est comme répondre sur l'horloge, mais ici c'était simplement répondre quelle lettre est-ce que vous avez vu. Et ici donc sur les graphiques, vous voyez l'activité dans deux régions du cortex frontal, le SMA et le cortex frontopolaire latéral. Et dans ces deux régions, en fait, donc là à 0 secondes, c'est le moment où ils appuient sur le bouton. Sur la ligne rouge que vous voyez là, c'est le moment où ils rapportent avoir décidé, donc la lettre qui rapporte avoir vu au moment où ils ont décidé d'appuyer. Et en fait, en entraînant un algorithme qui apprend avec les données de l'IRM à décider en tout cas, à décider à un point précis si on a cette activité-là, est-ce que ça veut dire que la personne avait l'intention d'appuyer à gauche ou à droite, on se rend compte qu'on peut prédire euh, avec plus de 50% de, de fiabilité, donc au-delà du niveau de la chance, on peut prédire plusieurs secondes avant, enfin en tout cas l'algorithme peut prédire plusieurs secondes avant, quel choix la personne va faire. Donc c'est pas une différence énorme, hein, on n'est pas, vous voyez les échelles sont différentes d'ailleurs ici, mais on n'est pas au-dessus de 60% quoi. Mais quand même, il semble que on puisse dire avant, avant que la personne décide ou rapporte qu'elle va décider de bouger, quelle action elle va faire. Donc c'est un peu juste pour montrer un autre type d'expérience qui montre des résultats cohérents avec l'expérience de Libet. Après l'expérience de Libet, donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui en ont discuté, elle a aussi des problèmes. Et c'est là peut-être où, ouais, où ça m'intéresserait de voir ce que vous en avez pensé. J'espère que j'ai été assez clair d'ailleurs. N'hésitez pas à me demander si je dois reclarifier quelque chose. Mais ce que vous en pensez de cette expérience, est-ce que vous pensez que vraiment, en voyant cette activité cérébrale, donc ce readiness potential, ça nous permet de penser que ces personnes euh, planifiaient le mouvement, des mouvements importants avant d'en être conscient. Pardon, je me suis un peu perdu. Mais en gros, est-ce que ça nous informe vraiment sur le libre arbitre selon vous, ou est-ce que vous voyez certains problèmes avec les conclusions de Libet? Ouais, je vous laisse soit écrire des commentaires ou n'hésitez pas à prendre la parole non plus si vous avez quelque chose à dire. Je vais attendre quelques secondes. Donc c'est une expérience parfaite. C'est c'est fini. Tout est décidé par notre cerveau avant nous. Hmm. C'est plié, voilà. Bon bah on peut finir, hein. On a décidé, c'est fini quoi. Non mais c'est vrai que du coup ça fait beaucoup d'infos. Euh, Moi je vous laisse encore quelques secondes, mais
C'est vrai que je vous ai peut-être assommé. Euh, Bon, bah sinon je vais continuer. Mais en gros, moi je vais vous dire des problèmes qui ont été soulevés par d'autres scientifiques ou philosophes sur cette expérience. Est-ce qu'il n'y aurait pas un retard? Par retard, tu veux dire un retard entre le moment où la personne... Alors, dis-moi si je comprends bien ce que tu veux dire, Delphine. Est-ce que tu veux dire un retard entre le moment où la personne pense à bouger et le moment où elle regarde par exemple l'horloge, où elle fait attention à l'horloge et rapporte que c'était à ce moment-là? Ah, on voit le chiffre et où l'on est conscient. Je suis pas sûr de Ouais, comprendre. ouais, je vais expliquer à Laura, c'est plus Ah, simple. Euh, Est-ce que vous m'entendez? oui. En gros, est-ce qu'il n'y aurait pas un retard entre le moment où la personne voit, enfin, la personne se rend compte qu'elle est, enfin, qu'elle décide alors je sais plus, de bouger son doigt et le moment où on voit, où elle voit le chiffre, parce que je pense que ça se chiffre à quelques millisecondes, donc Mhm. il y a peut-être un truc, je sais pas. En fait, c'est vrai, il y a un léger retard parce qu'en entre en fait, cette information visuelle, elle va pas être directement représentée dans le cerveau. Donc c'est vrai il faut un certain moment pour qu'on traite l'information. Donc on pourrait penser, oui, c'est vrai, elle dit à ce moment-là, mais le temps que l'information visuelle arrive, ça va correspondre à un temps plus tôt. Et c'est vrai, et d'ailleurs, ils en ont parlé dans l'expérience de Libet à l'origine, mais en fait, le temps que cette information visuelle arrive, il correspond plutôt à, je sais pas, 80, 100 millisecondes. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui pensent que ça peut être suffisamment grand pour que, en fait, le moment où ils décident puisse être reporté avant le début du Brightness Potential. Je sais pas si ça répond à ta question. Ok. Sinon, Hugo dit, on a peut-être l'intention motrice avant d'en être réellement conscient. Oui, alors oui, mais je pense qu'après, Libet, il dit pas nécessairement le contraire. Je pense que, ce qui était surprenant à l'époque, c'est qu'il se disait que cette intention était nécessairement consciente, en fait, dans cette perspective un peu cartésienne du mouvement. Donc je pense que, ouais, ça dépend de ce qu'on appelle intention. Il y a peut-être des gens qui vont avoir différentes manières de le conceptualiser, mais je pense que c'est pas nécessairement un truc contre l'expérience. Peut-être qu'en regardant l'horloge, la personne planifie. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Après, je pense qu'il disait aux participants, il faut vraiment pas planifier. Et puis en fait, finalement, s'il planifiait, on aurait l'impression qu'il peut-être qu'il rapporterait plus tôt. Euh, ouais. Hmm. C'est une bonne question. Euh, je, je pense que ça n'a pas été trop critiqué pour ça parce qu'il y avait quand même cette idée que les participants étaient instruits de vraiment cliquer au moment, enfin quand ils le voulaient, et puis ou pas et puis, mais en tout cas de pas décider en avance de le faire. Après, c'est vrai que du coup, ils sont peut-être focalisés sur l'horloge et peut-être qu'ils ont utilisé l'horloge comme indice inconscient euh, pour décider en avance sur quoi appuyer. C'est possible. On va voir une expérience, enfin, une autre expérience qui permettrait peut-être de penser ça. Mais en fait, les raisons pour lesquelles, je vais vous donner quelques raisons en tout cas pour lesquelles elles ont été critiquées aussi, c'est d'autres raisons que ça. C'est plutôt que déjà le fait que le contexte de l'expérience n'est pas, comme on dit, écologiste, dans le sens où c'est quand même des instructions franchement bizarres. Bouger un doigt dans un labo quand on veut, les participants, ils arrivent là, ils pensent qu'ils vont faire une expérience en science et on leur dit ouais, ben vous essayez quand vous voulez, vous bougez un doigt. C'est un peu bizarre, il y a quand même des attentes de la part du participant. Est-ce qu'il veut que que je bouge mon doigt souvent ou quand est-ce que je dois le bouger? Donc c'est quand même un peu bizarre. Est-ce que ça correspond vraiment aux décisions qu'on prend dans la vie de tous les jours? C'est pas très clair. Aussi, est-ce que ça a vraiment du sens de parler de volition ou de libre arbitre pour des décisions qui finalement n'ont absolument pas d'importance, quoi. Moi, je suis participant dans une expérience, je m'en fous de quand je vais appuyer sur ce bouton, quoi. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Donc la question, c'est est-ce que vraiment ça a du sens
Donc ces expériences, oui, elles parlent de mouvements spontanés, c'est sûr, mais est-ce que vraiment c'est ça dont on parle quand on parle de libre arbitre? Et puis, il y a aussi vraiment la question de, et ça c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ah oui, alors je reviens, pardon, à la question de Hugo, donc écologique, ça veut juste dire que ça correspond pas à la vie à la vie de tous les jours. Ça correspond pas à la manière dont les gens prennent des décisions normalement. C'est juste peut-être un artefact du labo ou des conditions bizarres où ça se passe. Donc c'est un peu ça cette notion écologique. Et puis du coup, je disais la dernière. Ok, super. Du coup, la dernière. Pardon, je me suis perdu. Ouais, le dernier problème, ce serait que vraiment, en fait, on ne sait pas ce que c'est le wellness potential. C'est facile de dire oui, il y a cette négativité qui arrive, mais est-ce que c'est vraiment de la planification du mouvement? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et là, je vais d'abord vous parler d'une expérience qui s'est plutôt attaquée à ça. C'est une expérience qui est un peu compliquée et j'espère que je vais pouvoir. Enfin, en tout cas, le raisonnement est relativement compliqué, mais j'espère que je vais pouvoir vous convaincre que ça a du sens de penser de cette façon-là. Et les auteurs de cette expérience, donc Schurger et ses collègues qui ont publié cet article il y a 8 ans, euh, ils ont vraiment en fait complètement changé la manière dont on pensait euh, que le Readiness Potential, le RP, fonctionnait. Donc ils sont basés un peu sur certaines théories computationnelles du choix, qui dit que quand on va faire un choix en deux options, on va pas juste décider un instant X. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il y a des populations de neurones qui accumulent des preuves sensorielles pour chaque option, pour savoir quelle option est meilleure. Et puis, pour chaque option, donc soit de l'option gauche ici ou l'option droite, à un moment, ils vont décider, ça va passer un seuil. Et quand l'activité de cette population de neurones passe un seuil, la personne va prendre une décision. Et les auteurs, ils se sont posé la question, mais est-ce que c'est peut-être juste quelque chose de similaire qui se passe quand on prend des décisions spontanées? Et ce qui est assez important ici, c'est que toutes ces études qui ont été faites dans la théorie du choix et dans ces modèles, ils prennent pas seulement les preuves sensorielles, donc peut-être la valeur de cette option comme déterminant de ce qui est accumulé. Il y a aussi une notion de bruit. Donc il y a une certaine quantité de bruit qui fait que parfois les neurones envoient des informations qui ne sont pas nécessairement pertinentes, ou en tout cas ils ont une activité de base, et que cette activité de base, parfois elle fluctue un peu et que ça peut influencer aussi le cours de cette accumulation d'évidence dans ces populations de neurones. Et donc eux, ce qu'ils ont dit, la question qu'ils se sont posée, c'est est-ce que ce qui se passe quand la personne est assise dans sa chaise, dans le labo, elle va appuyer sur un bouton. Est-ce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas simplement que, comme on leur a dit, en fait, ils sont là, c'est pas qu'ils peuvent appuyer n'importe quand. Ils vont pas attendre une heure et pas appuyer sur le bouton. Je sais pas moi, 20, 30 secondes, la personne va se dire, bon, allez, là, il faut que j'appuie, quoi. Et qu'en fait, il y a un genre de processus d'accumulation d'évidence, de preuves, pardon, qui se passerait sur si oui ou non je vais appuyer. Et donc là, ça pourrait peut-être se lier à ce que tu disais, Talia, dans les commentaires. Peut-être qu'en fait, par exemple, ils regardent l'horloge et que petit à petit, ils se disent, bon, bah là, ça fait 4 fois que ça a tourné, ça commence à être le bon moment et que ils se disent, là, l'expérimentateur va être content si à ce moment-là, j'appuie sur le bouton. Et que donc petit à petit, ils accumuleraient ces preuves ou simplement qu'il y aurait du bruit et que du coup, ils laisseraient un peu ce bruit s'accumuler et qu'à un moment, on passe un seuil pour une seule décision et on appuie sur le bouton. Euh, donc ça peut paraître un peu bizarre, mais ça a vraiment du sens dans le fonctionnement des populations de neurones qu'on connaît. Et en fait, toute la littérature qui existe sur le choix et sur les mouvements se base de plus en plus sur ce genre de modèle. Et donc, c'est pas complètement étonnant de se dire des actions soi-disant spontanées, en fait, elles se basent peut-être simplement sur ce genre de mécanisme. Et c'est ce qu'ils ont. En fait, alors attends, je vais finir la slide et puis je dirai la question de Thibaut. Euh, Mais du coup, ils ont fait des simulations avec un modèle pour voir ce qui se passerait. Et empiriquement, ils trouvent des résultats cohérents avec ce modèle. Donc, c'est pas nécessairement ce qui se passe, mais c'est pas complètement impossible. Et une des conséquences de ça, c'est de se dire que, en fait, le readiness potential, peut-être qu'il représente pas la préparation d'une action. Peut-être que c'est simplement ce processus d'accumulation de preuves ou de bruit qui se passe dans le cerveau qui, petit à petit, cause cette activité.
Et vous voyez là, parfois, ça monte un peu, donc peut-être qu'il y a aussi une négativité à ce moment-là. Mais en fait, comme on passe pas le seuil, ben, ça redescend. Et on saurait jamais ça parce que finalement, à chaque fois, on regarde juste l'activité dans les dernières secondes avant le choix. Donc, on se dit, ah, il y a toujours cette préparation qui se passe, mais c'est peut-être juste du bruit ou un autre processus qui se passe et que ça ne veut pas nécessairement dire que la personne prépare une action. Là, maintenant, je vais lire la question. Thibaut, si tu veux peut-être expliquer ta question, parce que c'est beaucoup de questions et je suis pas sûr de savoir répondre. Si tu veux peut-être juste la formuler brièvement au micro, si c'est pas un problème pour toi, je pense que ça serait plus simple. Coucou, bah, c'est Maria, mais c'est pas grave, Pas de parce que souci. c'est avec Thibaut. Donc, en fait, quand tu as dit que on décide pas, le cerveau, c'est pas juste, il décide à un moment T, c'est les neurones accumulent des données sensorielles et après, Mhm. on prend une décision. Du coup, enfin, c'est pour ça que je demandais, est-ce que ça doit être concret et enfin, vraiment sensoriel, ou est-ce que ça peut être des choses genre bah, des décisions en mode un peu, je sais pas, de valeur, tu vois, est-ce que c'est mieux d'aller Oui, choisir en volontaire fait, ou je un truc pense que comme j'étais pas très clair, mais oui, c'était plutôt cette notion, oui, donc de valeur. En gros, disons, il y a deux options. Donc, comme tu disais, une poire et une pomme. Est-ce que j'ai envie de manger une poire ou une pomme? Ouais, il y a un peu cette valeur. Donc, on pourrait aussi un peu. Alors, il y a un peu l'aspect sensoriel parce que tu vois la poire, tu vois la pomme, et donc peut-être que visuellement, ou tu les sens, je sais pas. Il y a quand même des genres de preuves qui arrivent et qui te disent, ah, je veux plutôt la poire ou la pomme. Mais tu pourrais te dire aussi que tu peux aller regarder dans tes, je sais pas moi, tes envies personnelles, qu'il y a peut-être une représentation de ça dans le cerveau qui pourrait aussi biaiser à un moment ce cours-là. Je sais pas si D'accord. c'est Donc, c'est pas satisfaisant. forcément sensoriel dans le sens des cinq sens, quoi. Ouais, je pense que c'est une notion sensorielle un peu large. C'est juste que la manière dont on opérationnalise ça pour pouvoir D'accord. contrôler ce qui se passe dans le labo, c'est généralement avec des stimuli sensoriels. Ok, Mais je pense que ça ne doit pas nécessairement être le cas. Et d'ailleurs, merci. c'est un peu l'idée ici, comme il n'y a pas de stimuli sensoriels, c'est pas très clair sur quoi il se baserait, mais en tout cas, il pourrait peut-être se baser sur autre chose. Il y a des gens qui pensent que, par exemple, simplement, les questions, les gens, inconsciemment ou consciemment, ils représentent les battements de leur corps. Et donc, je sais pas, c'est quand même difficile de compter. S'ils comptent pas dans leur tête, de savoir combien de temps il se passe, mais après X battements de cœur en moyenne, bah, en fait, ils appuieraient sur le bouton. Ce serait possible. Je dis pas que c'est le cas, hein, mais c'est en tout cas le genre d'idée, quoi. Ok. J'espère que c'était clair. Moi, je trouve que c'est pas super intuitif comme idée, mais en tout cas, ça montre que le readiness potential représente pas nécessairement ce qu'on a pensé depuis les années 80 et que en fait, c'était juste du bruit. Alors, ça veut pas dire que l'intention consciente arrive avant la préparation d'une action, mais ça veut pas dire non plus que l'inverse se passe clairement, quoi. Que tout est préparé avant qu'on s'en rende compte. Et là, je vais vous parler d'une autre expérience qui s'est plutôt attaquée au fait, enfin, pas attaqué à ça, mais qui a plutôt essayé de représenter des décisions qui ont de l'importance au lieu de simplement appuyer sur un bouton. Donc, c'est une expérience qui a un design un peu compliqué, mais que moi, je trouve vraiment très intéressant. Donc, de nouveau, je vais essayer de bien expliquer. J'espère que ça va être clair. N'hésitez pas à poser des questions ou à m'arrêter si c'est pas clair. Et donc, en fait, les participants, ils sont venus au labo, c'était aux États-Unis, et on leur a dit, alors le premier truc qu'ils ont fait, c'est on leur a proposé on leur a pas proposé, pardon, je me perds. On leur a montré des descriptions d'une trentaine d'associations caritatives. Donc, par exemple, donc, vous voyez, on est bien aux États-Unis, donc un groupe pour favoriser l'accès à l'avortement ou un groupe pour favoriser le contrôle des armes. Et les personnes devaient répondre pour chaque question à quel point ils seraient prêts à donner de l'argent ou ça leur semble une bonne chose de donner de l'argent à ces différentes associations. Et donc ça permettait aux chercheurs de, individuellement, pour chaque participant, classifier leurs préférences dans ces différentes associations, pour ces différentes associations. Et là, pour chaque bloc, au lieu de rien leur montrer, il leur montrait une image visuelle avec à gauche de la croix de fixation le nom d'une des deux associations et à droite le nom de l'autre association. Et ils devaient décider pour quelle association ils donneraient de l'argent. Et c'était pas un choix, bon, parce que souvent il y a des expériences comme ça où on dit, en principe, imaginez que vous avez de l'argent à une association.
C'était un peu ça, mais il y avait un petit trick en plus, c'était que il y aurait un essai sur tous les sujets pour lequel cette décision aurait de l'importance. Donc ça aurait de l'importance. Euh, alors c'était décidé aléatoirement quel essai, personne ne le savait en avance, mais il savait que c'était potentiellement possible que 1000 $ aient à l'association qui choisissait. Donc finalement, cette décision, elle n'était pas, elle n'était pas complètement anodine. C'était possible qu'elle ait un certain rôle. Et ce choix entre les deux associations, il pouvait. Pardon, est-ce que quelqu'un parle? J'arrivais. Est-ce qu'il pouvait être soit facile, donc disons que si cette personne est contre le contrôle est pour le contrôle des armes, elle va pas avoir envie de donner de l'argent à une association qui est en faveur des armes, comme la NRA, comme vous connaissez peut-être. Et s'il est contre l'avortement, pour l'avortement, pardon, et pour l'accès à l'avortement, ça va être un choix assez facile. Et puis il y avait des choix plus difficiles en deux associations que eux avaient jugé personnellement comme étant assez difficiles. Et puis il y avait un autre bloc où ils voyaient exactement la même chose, mais on leur disait, de nouveau, il y aura un essai où de l'argent sera donné pour tous les sujets qui sera choisi aléatoirement, mais pour cet essai, on donnera 500 $ aux deux associations. Donc votre choix n'a aucune importance. Donc vous allez voir le même fil de stimuli visuel, mais votre choix, en fait, on s'en fout. Il y aura de l'argent qui sera donné, mais on s'en fout. Et donc l'idée lors de ces deux conditions, c'était vraiment de pouvoir faire la différence entre les choix qui ont de l'importance et les choix qui n'en ont pas. Et donc ici, vous trouverez, bon, donc cette fois-ci, alors les conventions changent, cette fois-ci la négativité est peut-être vers le bas, ce qui a plus de sens, mais du coup c'était le contraire de tout à l'heure. Mais en fait, on trouve que dans la condition arbitraire, où les décisions n'avaient pas d'importance, on retrouve le marqueur un peu classique du readiness potential, ce qui n'était pas nécessairement donné parce que d'habitude on montre rien aux gens, il n'y a pas de choix à faire. Mais ici, on retrouve quand même qu'avant de prendre cette décision, il y a cette négativité. Par contre, quand les choix ont de l'importance, il n'y en a pas. C'est tout plat et c'est pas différent. En tout cas, je sais pas si c'est tout plat, mais il n'y a pas une différence significative par rapport au début de l'essai à la fin de l'essai. En tout cas, le signal n'est pas plus négatif. Donc voilà, donc en fait, c'est possible, donc c'est pas sûr, hein, il faudrait faire plus d'expérience. C'est la première expérience qui a vraiment essayé de tester ça de cette façon-ci. Mais c'était plutôt de dire que le readiness potential, c'est peut-être simplement un artefact de cette décision arbitraire et que pour les expériences qui ont de l'importance, c'est pas si important. En tout cas, ça ne se passe pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je suis pas sûr que j'ai été extrêmement clair. De nouveau, je vais laisser quelques secondes. Bon, je vais y aller parce que sinon, je ne laisserai pas le temps à Yasmine. Mais si vous avez des questions, je pourrais y retourner. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et là, je revenais donc à ma slide du début où je parlais de l'abolition. Juste pour dire que, de nouveau, en fait, là je vous ai montré l'expérience de Libet, qui est vraiment une expérience importante historiquement et un peu d'autres expériences qui ont été faites sur d'autres aspects. Donc, par exemple, là, on vient de voir l'expérience que je viens de vous montrer. C'était vraiment plus sur cet aspect de représentation d'un but. Donc, un but, par exemple, de donner de l'argent. Mais donc, ces différentes expériences peuvent s'attaquer à différents aspects. Et là, je vais vite vous montrer, avant de passer euh, la présentation à Yasmine, je vais juste vous montrer une dernière expérience qui s'intéresse plutôt à l'aspect génératif de l'abolition. Donc, plutôt, est-ce que c'est possible de générer des actions, bon, ça peut être bien, mais aussi une intention consciente, sans qu'il y ait de stimuli extérieurs. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de stimuli extérieurs, que ces actions ne soient pas causées par des stimuli extérieurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont directement stimulé le cerveau des participants pour, pardon, je me perds de nouveau, pour qu'ils causent des actions. On ne peut pas faire ça chez les gens, donc la plupart des participants qui viennent dans les labos, on ne leur ouvre pas le cerveau. Et d'ailleurs, ce n'est pas des participants qui viennent dans les labos, c'est des patients qui avaient des tumeurs. Et donc, chez certains patients qui ont des tumeurs, ce qu'on va faire, vous êtes peut-être au courant, mais ce qu'on va faire, c'est aller stimuler différents endroits dans le cerveau pour voir si c'est un endroit qui est mort, pour voir s'il y a des réactions. Et donc là, les participants, les scientifiques, ils en ont profité pour
en plus de cette stimulation qui était faite de toute façon, poser une ou deux questions aux patients pour voir ce qui se passait, en tout cas eux, quelles impressions ils avaient consciemment quand quelqu'un stimulait leur cerveau. Et donc, pour certains patients, ils ont pu stimuler dans différents endroits dans le cortex préfrontal. Donc là, ça s'appelle l'aire de Brodmann numéro 6. Donc c'est une aire au début du cortex frontal, pas préfrontal, pardon, qui est plutôt motrice. Et donc ce qui se passait généralement, c'est que les participants, ils étaient stimulés là-bas, ils faisaient un mouvement, mais ils n'étaient pas nécessairement conscients d'avoir fait ce mouvement. Donc par exemple, ils bougeaient leurs doigts ou ils bougeaient leurs mains, et quand on leur demandait est-ce que vous avez bougé quelque chose, ils disaient ah non, non, j'ai rien bougé. Ce qui n'est pas particulièrement étonnant parce que finalement, la commande motrice, on sait qu'elle vient assez directement de cette région-là vers, vers, vers les muscles qui la mettent en action. Par contre, et ça c'est plus intéressant, il se faisait des trucs vraiment plus bizarres chez les patients chez qui on pouvait, chez qui les médecins stimulaient dans le cortex pariétal. Donc là, ce qui se passait, c'est qu'à certains endroits, le participant disait ah oui, j'ai vraiment très envie de bouger ma main, par exemple. Mais il faisait pas de mouvement. Et puis là, plus étonnant, parfois, il pensait avoir bougé. Donc il rapportait oui, j'ai bougé mon bras. Et en fait, il n'y avait pas eu de mouvement. Mais eux, ils étaient convaincus d'avoir fait ce mouvement. Et donc, ça nous permet quand même de penser que, peut-être de manière plus convaincante que dans ces expériences sur le readiness potential, il peut y avoir une vraie double dissociation. Donc, c'est possible d'avoir une action qui n'est pas liée à une intention consciente, mais c'est aussi possible d'avoir une intention consciente ou même un sentiment d'agentivité, donc un sentiment d'avoir exécuté une action sans que cette action ait lieu. Et donc, ça, c'est un peu l'idée. Il y a des modèles qui ont été faits pour essayer d'expliquer ce genre d'expérience. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, ça nous donne aussi des indices sur l'importance de la conscience dans ce genre d'événements qui sont générés euh, de l'intérieur du cerveau, entre guillemets, en tout cas sans stimulation extérieure. Voilà, donc une petite conclusion, on a la moitié du temps plus ou moins, c'est que les neurosciences, par certaines expériences en général, peuvent peut-être nous informer sur des aspects du concept d'évolution, mais pas toujours de manière si claire, et beaucoup de gens vont parler de l'expérience de Libet, qui a une grosse influence, mais on a vu que ces conséquences peuvent parfois être un peu exagérées, voire parfois fausses. C'est pas très clair qu'on peut dire qu'il y a une préparation d'une action qui arrive avant une intention consciente à cause de ces expériences ou de cette expérience. Et finalement aussi, je viens de parler de pas mal de trucs et on peut se dire, est-ce que c'est vraiment lié au libre arbitre, à la responsabilité morale? Peut-être, je pense que, bon, bah, Yasmine va en parler, mais peut-être ça peut nous donner des indications, mais c'est pas du tout clair qu'on peut aller voir dans le cerveau si oui ou non le libre arbitre existe ou la responsabilité existe. Il y a quand même un espèce de son interprétatif à faire et je pense que c'est important que ces expériences soient prises en compte dans certains débats, mais c'est pas trivial de dire ah oui, cette interprétation permet de dire qu'on n'a pas de libre arbitre, par exemple. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous Moi, oui, m'entendez? oui, on t'entend bien. Bien, ok. Ok, alors moi je m'appelle Yasmine. Du coup, je suis, enfin, je fais de la philosophie analytique et je vais dans cette deuxième partie essayer de lier donc ce que vient de dire François et voir qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur les notions en philosophie de libre arbitre, de responsabilité et est-ce que ça peut avoir aussi un impact sur le droit pénal parce qu'en fait j'ai l'impression que si on trouve cette thématique fascinante, c'est aussi beaucoup, enfin moi j'ai l'impression que cette fascination pour la question est venue aussi d'une crainte que si les neurosciences remettent en question nos intuitions sur le libre arbitre, et ben, est-ce que ça ferait effondrer toutes nos représentations sur la responsabilité et sur le droit pénal. Donc, je vais explorer ça avec vous. Bah, déjà, on peut poser que la responsabilité et le droit pénal se construisent sur l'idée que les individus sont libres, que la liberté est une condition nécessaire de la responsabilité. Et donc, c'est sur ça que s'appuie le droit pénal, c'est sur la responsabilité morale. Et donc, moi, ce que je vais vous proposer,
c'est d'articuler mon exposé autour d'un argument logique où donc ce que je vais montrer comme argument, c'est pas nécessairement ce que moi je défends, mais c'est juste que j'ai décidé d'avoir ce squelette en gros pour développer une argumentation. Et donc l'objectif, ça sera pas tant de poser des velléités, mais d'essayer de construire ensemble une cartographie en gros des grands concepts. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de montrer qu'il y a différents positionnements et je vais vous partager avec vous des petits points de vocabulaire qui sont utilisés dans la littérature en philosophie analytique. François, je sais pas, je te vois plus, mais il faut. Voilà. Ouais, merci. Dis-moi. C'est toi qui passe les slides. Du coup, l'argument, je l'ai construit comme ça. Les agents dont les actions sont soit déterminées, soit aléatoires ne sont pas libres. Toutes les actions sont soit déterminées, soit aléatoires. Tous les agents ne sont pas libres. Le libre arbitre est une condition nécessaire de la responsabilité. Tous les agents qui ne sont pas libres ne sont pas responsables. Les agents qui ne sont pas libres ne devraient pas être passibles de punition légale. Et les individus réalisant uniquement des actions déterminées ou aléatoires ne devraient donc pas être soumis au droit pénal. Alors, je vais d'abord me concentrer sur le premier bloc qui essaie de lier le libre arbitre et la responsabilité. Donc, tu peux passer la diapo, merci beaucoup. Et donc, les premiers, là aussi. Et donc, le débat sur le libre arbitre donne une cartographie qui pose plusieurs manières d'envisager le problème. Donc, on a deux camps qui s'opposent, les incompatibilistes et les compatibilistes. Donc, les incompatibilistes, c'est en général ce qui vient assez intuitivement, c'est-à-dire que quand on parle du libre arbitre, on a tendance à prendre un positionnement soit de déterminisme radical, soit de libertarianisme. Donc en gros, le déterminisme, c'est le contraire de ce qu'a présenté tout à l'heure François quand il parlait de contrôle décisionnel, c'est-à-dire qu'il disait que oui, quand on dit j'aurais pu faire autrement, bah là, le déterminisme, justement, considère que en tant qu'individu, on n'aurait pas pu faire autrement puisque on est déterminé par une chaîne causale, une chaîne d'événements qui fait que si on effectue une action, c'est pour une certaine raison qu'on n'aurait pas pu faire autrement, donc on est déterminé. Donc on parle de déterminismes biologiques ou sociaux qui ont été mis en lumière par la sociologie. Et de l'autre côté, on a un positionnement qui est aussi incompatibiliste et qui considère que, donc c'est le positionnement libertarien, qui considère que, eh ben si, on aurait pu faire autrement et qu'on est libre de décider de nos actions et voilà, de nos choix, quoi. Donc le camp d'en face, c'est celui du compatibilisme qui considère que en fait, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs et qu'on peut très bien avoir on peut très bien combiner les deux. En fait, si on réfléchit bien, le compatibilisme, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les monothéistes, ou comme en islam où il y a un concept de mektoub qui veut dire écrit, et donc c'est comme si dans ces religions-là on considérait que tout était écrit, que voilà, notre destin était déjà préconçu, mais en même temps, puisqu'on peut le voir avec ce qu'on nous dit sur le jugement dernier, en même temps on est responsable quand même des actions qu'on effectue, et on va même être puni, enfin sanctionné pour ça positivement ou négativement. Tu peux passer la slide. Merci. Et donc là, on a réfléchi de manière théorique, mais en tout cas, les philosophes se sont aussi demandé quid de ce que pensent vraiment les gens. Et donc en philosophie analytique, une méthode qui est souvent utilisée, c'est celle de tester les folk intuitions. C'est-à-dire qu'on essaie de tester en gros ce que pensent les gens qui n'ont pas forcément des connaissances qui sont pas spécialisées en gros dans ce débat sur le libre arbitre. Et donc on va les questionner sur leurs intuitions et on va récolter des données et on récolte les données à travers des questionnaires. Et donc traditionnellement, Keynes et Ekstrom par exemple considéraient qu'on était naturellement des incompatibilistes.
Mais Eddie Namias a réalisé des expériences où lui a montré en gros qu'on avait plus une tendance à être compatibiliste. Donc en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé à des participants une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est un scénario qui est fictif, mais qui teste des intuitions réelles et qui est, enfin, voilà. Donc c'est un scénario qu'on présente aux gens pour essayer de voir, de révéler en gros leurs intuitions de manière indirecte. Donc en gros, dans cette expérience de pensée-là, Namias a imaginé qu'on était dans un univers complètement déterminé, tellement déterminé qu'un super ordinateur pouvait prédire chaque événement qui se passe. À tel point que cet ordinateur avait même prédit qu'un personnage, donc Jérémy, c'est le cas de Jérémy, donc on a pris un personnage qui s'appelle Jérémy et l'ordinateur prévoit, bien avant la naissance de Jérémy, que Jérémy va braquer une banque. Là, au cours de sa vie, Jérémy braque une banque en effet. Les philosophes analytiques, c'est des grands scénaristes. et ce qu'a demandé Namias aux participants, c'est de savoir est-ce que vous pensez que Jérémy aurait pu faire autrement. Donc là, les participants répondaient non, parce que c'est un monde déterministe. Et pourtant, ils considéraient qu'il était, à 80%, 80% des participants considéraient qu'il était quand même responsable d'avoir braqué la banque. Tu peux passer la slide. Et donc là, si le libre arbitre est affecté, comme on se posait la question tout à l'heure avec François, ça peut poser problème pour la responsabilité. Et parce qu'on a tendance à penser que le libre arbitre est une condition nécessaire de la responsabilité. Et donc, si les agents ne sont pas libres, ils ne peuvent pas être responsables. Voilà. Alors, ça, c'est ce que intuitivement on pourrait penser, et c'est exactement pour ça que comme je le disais, on s'intéresse à de savoir qu'est-ce que les neurosciences ont à dire sur le libre arbitre. Mais certains considèrent qu'en fait, on peut dissocier le libre arbitre de la responsabilité, notamment une certaine notion du libre arbitre. Donc, c'est sur ça qu'on va revenir tout à l'heure, puisqu'on va montrer que certains, donc Walter Sinnott Armstrong, qui est un philosophe à Duke University, qui s'interroge sur le fait que peut-être il pourrait y avoir différentes notions du libre arbitre et que certaines pourraient être dissociées de la responsabilité. Donc ce qu'il a fait encore une fois, c'est de tester les folk intuitions et encore une fois, comme ils aiment le faire, ils ont présenté une expérience de pensée à des participants où ils ont imaginé qu'un monde est complètement déterminé, donc chaque événement arrive pour une raison et ça n'aurait pas pu arriver autrement. Et l'équipe a pris le cas de Martine. Donc Martine, un personnage qui commet un crime. Et donc là, on a posé 2 mesures du libre arbitre et 2 mesures de la responsabilité. Là, vous voyez dans le tableau, en gros, la première ligne, c'est sur 1 et les autres lignes, c'est sur 7. Et on voit qu'en gros, sur les 2 premières mesures, donc qui concernent est-ce que Martine était libre de commettre le crime et est-ce qu'il était en plein contrôle de ses actions, est-ce qu'il a fait de son propre chef. Là, la tendance des participants, les participants avaient tendance à répondre, leur réponse donnait des résultats qui étaient en dessous du seuil de la moyenne, alors que pour le fait qu'il peut-être il était moralement répréhensible, il méritait une sanction négative, et ben là, leur réponse était au-dessus du seuil au-dessus de la moyenne. Et donc, on peut se dire que justement, il doit y avoir pas mal de participants qui ont répondu qu'il fallait que Martine méritait d'être punie, alors même qu'il considérait qu'il n'était pas qu'il n'a pas réalisé cette action-là de son propre chef, puisque c'était un monde complètement déterminé. Tu peux passer la slide. Merci. Donc, Sinnott Armstrong a continué à tester cette intuition-là en proposant deux paradigmes différents, donc deux questions différentes qui révèlent un paradoxe. Il a posé une première question qui est complètement abstraite. Donc, il demandait, dans un monde complètement déterminé, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être moralement responsables? Là, 86% des participants répondaient que non.
Donc vraiment, là, 86, il n'y a pas vraiment de doute. Et une question concrète, dans un monde complètement déterminé, est-ce que le meurtrier Martin est moralement responsable? Et là, 72% des participants répondent que oui. Donc c'est assez étonnant en fait, enfin, ces deux réponses qui se contredisent. Il y a vraiment un paradoxe. Déjà, enfin, comment on pourrait expliquer cette différence d'intuition entre les deux questions? Alors quelque chose qui arrive assez intuitivement, c'est enfin d'ailleurs, je pourrais vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont des intuitions sur pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux questions? Ouais, complètement parce qu'il parle de meurtre, donc il y aurait quelque chose qui serait hyper saillant émotionnellement. Oui, aussi, complètement. Donc, c'est vrai que on imagine directement la conséquence du meurtre, qui est la punition. Et je pense aussi que comment dire, ça provoque quelque chose de très fort émotionnellement pour nous, alors que la question abstraite est purement théorique. On n'associe pas directement l'action à quelqu'un. En psychologie évolutionniste, par exemple, on pourrait considérer que le fait que Martine soit directement identifié comme un meurtrier, ça nous évoque directement des choses. On se dit que si Martine est dans la nature, ça peut potentiellement être dangereux pour nous. Donc voilà, ça nous fait réagir directement, alors que la question théorique, c'est de l'ordre du théorique. Et on peut passer la slide, mais du coup, Sinat Armstrong a utilisé ça pour montrer qu'en fait, peut-être on pouvait faire une différenciation définitionnelle entre la liberté de causalité, enfin le fait d'être libre de causalité, et le fait d'être libre de contrainte. Donc lui, en anglais, c'est freedom from causation et freedom from constraint, si jamais, parce que je ne sais pas si dans la littérature en français, on peut retrouver ça, c'est moi qui traduis comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être free from causation et free from constraint? Déjà, Sinat Armstrong pose que, en fait, peut-être qu'on pose le problème de la mauvaise manière et qu'on considère que la liberté. En fait, ce qu'il dit, c'est que peut-être que la liberté, le freedom from causation, c'est quelque chose, c'est-à-dire le fait d'être libéré du déterminisme, libéré qu'on peut effectuer nos actions, qu'on a le choix qu'on peut choisir et que c'est pas l'ordre du monde qui a décidé qu'on allait agir comme ça et pas autrement. Lui, il considère que c'est une question d'un ordre métaphysique. Alors que pour lui, le freedom from constraint, c'est-à-dire le fait de choisir en dehors d'une contrainte extérieure, c'est-à-dire que, je sais pas, je donne un exemple, si quelqu'un braque un revolver sur vous et vous demande de manger, vous n'êtes pas vraiment libre de manger ou pas. Donc c'est ce qu'il appelle freedom from constraint, ça concerne ça. Et pour lui, peut-être que ça considère plus des questions éthiques. Et donc, il y aurait une différence de nature entre les deux. Ce qui l'amène à dire, en gros, que personne n'est libre de causalité, mais les meurtriers seraient en général libres de contraintes. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo où il explique ça et où il fait un rappel de la cartographie entre incompatibiliste et compatibiliste qui est hyper sympa. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Bon, en gros, ce qui est important de retenir, c'est que on voit bien que pour le freedom from constraint, il y a clairement des implications légales, c'est-à-dire que si vous avez agi sans qu'on vous menace ou sans qu'on vous oblige à agir d'une certaine manière, vous n'êtes pas jugé de la même manière par la loi que si on braque un revolver sur vous, alors que dans le freedom from causation, comme ça concerne tout le monde et que c'est quelque chose de métaphysique, peut-être ça, voilà, en tout cas, le droit pénal aujourd'hui, ouais, complètement, je vais faire ça. Enfin bref, ouais, désolée, j'ai perdu le chat, mais je vous le mettrai le lien. Donc voilà, que en gros, dans la loi, on ne considérera pas les deux les deux catégories de freedom de la même manière. Tu peux passer la slide. Et
Merci. Et du coup, c'était juste aussi pour dire qu'en gros, une potentielle objection, c'est de dire qu'en fait, c'est pas si simple de séparer les deux, freedom from causation et freedom from constraint, parce que peut-être que les deux communiquent entre elles. Et là, j'avais juste pris un cas, enfin une étude qui a été menée sur la coercition, donc Patrick Agar à UCL s'intéresse à cette question-là et montre qu'en gros, la coercition réduit le sentiment d'agentivité. Voilà, on peut passer la slide. C'était juste rapidement pour évoquer l'implication que peut avoir un cas, enfin, ce que ça peut faire d'être contraint de réaliser une action. Mais on peut aussi se demander du coup qu'est-ce qu'on veut dire exactement par la contrainte. Parce que là, j'ai donné, enfin, c'est ce que donne comme exemple Sinot Armstrong, les exemples où on oblige des individus à réaliser une action. Mais on peut aussi se demander si la contrainte, ça pourrait pas être justement une contrainte biologique. Et là, enfin, il y a un exemple, j'ai un exemple en tête d'une étude qui est évoquée par Uri Maos et Gideon Yaffe dans un article dont je vous ai mis la référence. En gros, l'exemple est hyper saillant. C'est l'exemple d'un personnage qui s'appelle Michael, enfin en anglais j'imagine. Et en gros, ce personnage-là, à 40 ans, enfin quand il avait la quarantaine, a commencé à avoir des envies, des pulsions pédophiles d'un coup, alors qu'il n'en avait jamais eu dans sa vie. Et après un scanner, on a réalisé qu'il avait une tumeur au cortex préfrontal. Et quand on a retiré la tumeur, tout allait bien. Il avait plus de pulsions d'envie pédophile. Et à un moment, ces envies-là sont revenues et de nouveau, la tumeur était réapparue dans son cortex. Et donc, en gros, ce que montre cet exemple qui est assez marquant, c'est de savoir est-ce que vraiment Michael avait le choix. Est-ce que finalement, c'est pas aussi du freedom from constraint, ça? Enfin, en gros, ce que je veux montrer par cet exemple-là, c'est que quelque part, il y a un débat à avoir sur la notion de contrainte, parce que cet exemple montre que c'est pas tout à fait clair si c'est une contrainte biologique, donc plus du côté de freedom from causation, ou une contrainte plutôt du côté de freedom from constraint. Voilà, on peut passer la slide. Bon, déjà, cet exemple, je trouve qu'il est très saillant pour montrer que peut-être, enfin, le débat sur le libre arbitre et la responsabilité. Ouais, bonne question, est-ce que c'est une expérience de pensée ou c'est réellement arrivé? Non, apparemment, c'est réellement arrivé. Donc, j'ai essayé de trouver des références et ben, j'ai trouvé des articles scientifiques qui parlent de ça. Je ne sais pas si ça a pu être répliqué, ça a dû être un cas une fois et l'identité de cette personne a sûrement été changée. Mais enfin, c'est pas une expérience de pensée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par cet exemple-là, ce que j'ai oublié de dire, c'est que peut-être qu'on peut se poser la question de savoir si, en fait, sa liberté à lui, ça n'a pas été de venir prévenir des scientifiques de ce phénomène-là, puisqu'il est quand même allé voir des scientifiques pour leur parler de cette nouvelle pulsion qui survenait de nulle part. Voilà. Donc, maintenant, on peut faire le lien entre responsabilité et pareil, on va essayer de réfléchir sur les deux dernières prémices. Donc, la responsabilité est la condition qui soumet au droit pénal et les individus réalisant uniquement des actions déterminées et ou aléatoires ne peuvent donc pas être soumis au droit pénal. Merci François, on peut passer la slide. Et du coup, là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure sur en gros, comment dire, les avancées et les perspectives neuroscientifiques sur l'action volontaire, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur notre manière de penser le libre arbitre, la responsabilité et d'envisager et de construire le droit pénal? Là, je vous pose la question à vous. Et j'en profite aussi pour mettre le lien de la vidéo sur la slide. Ok, il y a un nom. Bon, si
Ok, donc Et est-ce que tu pourrais dire pourquoi tu penses que non? Si jamais tu peux parler avec ton micro. Et si tu veux, d'ailleurs. C'est peut-être un peu cynique, mais je pense que en général, les progrès dans la science en général, en tout cas, ils ont du mal à rentrer dans la façon dont les gens vivent leur vie et dont les gens, ça s'applique au monde. Donc, d'une façon, genre, ça a des côtés positifs et des côtés négatifs, mais du coup, je pense pas. D'accord. Je pense qu'on dirait oui, c'est la science et tout, mais par exemple, on pourrait dire de toute façon, on se comporte comme si on était libre, du coup, bah, on va faire comme si on était libre, par exemple. Je sais pas. Ouais, 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 bah, très intéressant, merci beaucoup. Du coup, Hugo, t'as pareil la même intuition. Ah, elle? Pardon? Ah, pardon. J'ai pas coupé moi. On continue à parler. Ok, du coup, on a plutôt une majorité de personnes qui pensent que nos intuitions changeront pas. Et ben, c'était... Ah! Vas-y, Clara, si tu veux t'exprimer. Oui, vous m'entendez? Oui. Non, moi j'ai espoir que peut-être la science puisse aider justement à tout ça et à faire évoluer la morale ou l'éthique dans le domaine pénal. Après, c'est peut-être illusoire, je sais pas, mais je pense que ça peut faire avancer les choses. Ok. Bon, bah, c'est cool. Alors, on a... Ah! Bonne question. Est-ce que ce serait bien? Pas sûr. Ah bah intéressant Antoine ce que tu dis. En gros ce que tu dis c'est que ça n'arrangerait pas les pouvoirs publics parce que les gens se permettraient plus de dépasser les limites si on leur permet de penser qu'ils sont pas responsables de leurs actions. Donc ça ben c'est une intuition qui est hyper intéressante et ça corrobore un peu ce sur quoi on réfléchissait avant enfin je veux dire qui est l'intuition que, en gros, le libre arbitre serait complètement lié à la responsabilité et donc que remettre en question le libre arbitre remettrait aussi en question la responsabilité. Donc toi, tu as plus une intuition que les deux sont complètement liés. Ah, ok, donc il y a pas mal d'intuitions qui imaginent que si on prouve qu'on est complètement déterminé, eh ben, ça sera la catastrophe. Ok, on peut passer la slide alors. J'aurais une Donc, petite question. Ah oui, excusez-moi. ouais. Euh, Ce serait pour savoir si aussi on peut lier ces problèmes à tout ce qui est l'excuse sociologique. Je sais pas si c'est un peu lié, mais par exemple, quand quelqu'un, on dit que par exemple, si un tueur, ben, il avait les circonstances atténuantes pour tuer, est-ce que du coup ça impacterait son jugement? Est-ce qu'on ne devrait pas dissocier la compréhension et le jugement moral en fait dans le domaine de la justice? Enfin, je sais pas si je suis claire, mais de séparer en fait la compréhension et le jugement en fait. T'as dit, et pardon, j'ai raté Oui, j'ai peut-être pas une super la connexion. compréhension. Oui, C'est-à-dire? c'est-à-dire que est-ce qu'on devrait pas faire la différence Non, non, si, si, je entre t'entends, mais juste. ah, ah oui entre comprendre un acte et après le juger. Enfin, c'est pas dissociable, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tendance Ok. à mélanger les deux. Oui, oui. Bah, complètement, c'est une très bonne question. Alors après, moi, je suis pas spécialisée en droit pénal, mais du coup, j'ai regardé un peu. Je pourrais pas vous répondre précisément, mais ce que je peux dire, c'est que, en gros, la freedom from causation ne te permettra pas du tout d'échapper à la à part s'il y a vraiment des cas pathologiques, et là, ça va être déterminé par une expertise enfin, psychiatrique. Donc là, vraiment, il faut que ça soit comment dire, des circonstances où vraiment on puisse prouver que la personne n'avait pas du tout de jugement au moment où, enfin, pas du tout de moyens enfin, de discernement, par exemple, au moment où elle a commis un acte. Je ne peux, enfin, il n'y a pas, je pense, après en avoir parlé avec enfin,
quelqu'un qui a fait du droit pénal, il me semble, mais ce serait bien d'en parler si quelqu'un a une expertise dans le domaine. De ce que j'ai compris, je veux dire, il n'y a pas de règles prédéterminées. C'est en fonction de l'expertise, psychiatrique qui est faite, qu'on peut déterminer s'il y aura des circonstances atténuantes ou pas. Et oui, je suis d'accord qu'expliquer, c'est différent de justifier. Enfin, je veux dire, voilà, même si on peut expliquer, enfin, même si les neurosciences peuvent expliquer des choses, je sais pas, dans le futur, imaginons que les neurosciences puissent s'expliquer, ça, ouais, la question reste encore là de savoir si ça va, enfin, je pense que ça changera rien en termes de pénal. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci à toi. Du coup, bah, pareil que vous, j'ai en fait présenté mes slides de la même manière. J'ai d'abord commencé par poser que non. Et ensuite, j'ai proposé une manière de répondre que oui, peut-être que ces questionnements en neurosciences pourraient avoir un impact sur nos intuitions. Donc non, parce que d'un point de vue pratique, comme vous l'avez dit, ben, déjà, la responsabilité implique le fait qu'on soit une personne et donc qu'on ait une individualité, une agentivité. Et donc, en fait, il faut, pour le droit, il faut forcément déterminer qu'il y a un auteur d'une action X. Et donc, si ben, je suis l'autrice d'une action X, le droit va forcément me l'attribuer et me considérer responsable. Donc ça, c'est bien sûr sur la base de c'est pas sur la base de freedom from causation. Donc, c'est plutôt sur la base de freedom from constraint. Et comme vous le disiez, peut-être que, enfin, moi j'avais la même intuition que vous, et d'ailleurs c'est complètement corroboré par ce qui a été, enfin, ce qu'on a déjà vu dans l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de remises en question du libre arbitre, biologique déjà, sociologique bien sûr, et aussi enfin, même si je sais que peut-être François va crier, même par exemple la psychanalyse avec Freud avait déjà prédit déjà eu l'intuition en gros que je ne suis pas maître dans ma propre maison, c'est-à-dire que voilà, parce qu'il y a l'inconscient, on n'est pas forcément complètement conscient de tout ce qui se trame et ce qui nous pousse à choisir telle ou telle chose. Et moi je pense aussi qu'on peut mettre en avant une troisième raison qui est que peut-être on aurait une persistance du rétributivisme qui est quand même un des fondements du droit pénal. Le rétributivisme, c'est cette idée que les actions vont être jugées non pas en fonction des circonstances, donc c'était le débat qu'on avait tout à l'heure, non pas en fonction des circonstances, mais en fonction de la gravité de l'action. C'est-à-dire qu'en gros, quand on commet un crime, par exemple, on va être jugé parce que, on va être puni parce qu'on mérite d'être puni. Donc il y a vraiment cette notion-là de mérite et qu'il y aura une sanction proportionnelle à l'action qui a été commise. Et donc moi, on peut aussi avancer l'argument qu'il y aurait une persistance du rétributivisme à cause du sentiment de justice qui persisterait. Et c'est-à-dire que par exemple, c'est assez intuitif, mais donc on aurait un sentiment de justice que d'ailleurs les évolutionnistes considèrent qu'il se développe très vite. Et ben, qu'on aurait ce sentiment de justice qui serait tellement fort qu'on ne pourrait pas accepter que les criminels ne soient pas punis parce qu'ils le méritent. On peut passer à la slide suivante qui du coup, merci beaucoup, qui du coup pose le camp adverse qui considère que, comme Clara, qui est plutôt espoir et qui considère que les nouvelles perspectives neuroscientifiques, et si en plus il y a des avancées dans le domaine-là qui sont plutôt du côté du déterminisme, et que ces avancées en neurosciences font changer les intuitions morales des gens sur le libre arbitre et la responsabilité. Ça, c'est notamment défendu par Joshua Green et Jonathan Cohen. On peut passer à la slide suivante pour voir qu'en gros, pour eux, le droit pénal, certes, il s'accommodera sûrement de ces remises en question-là. Ça veut dire que, en gros, le droit pénal ne changera pas trop son fonctionnement. En revanche, pour eux, on pourrait glisser d'une vision rétributive du droit
pour glisser davantage vers une vision plus eux, ils considèrent que c'est plus progressiste, qui serait une approche conséquentialiste du droit pénal, c'est-à-dire que on sanctionnerait les gens non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que il y aurait, enfin c'est complètement utilitariste, hein, mais qu'il y aurait de meilleures conséquences pour la société en termes, par exemple, de protection. Donc c'est comme de la prévention. Donc considérer qu'un criminel, qu'un tueur en série, par exemple, causerait moins de tort à la société s'il était contrôlé. Bon, bah voilà, là, c'est le système carcéral qui s'en occupe. Mais enfin voilà, il y a cette notion-là que ce serait que les neurosciences, s'il y a des avancées qui appuient plutôt le déterminisme, que ça ferait glisser donc des principes rétributifs à une approche plus conséquentialiste. Et Lorena, est-ce que tu voudrais dire, enfin, est-ce que tu voudrais développer sur ta question? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Je sais pas si j'ai bien compris ce qui est expliqué, mais j'ai l'impression d'avoir compris que, en gros, le principe de la condamnation, c'est pas de condamner quelqu'un pour qu'il soit responsable, mais pour que ce soit dissuasif pour les autres, pour que la société fonctionne bien, c'est ça? Non, c'est pas forcément que ça soit dissuasif, c'est juste que du coup, ça change un peu. Enfin, c'est juste que comment dire, les raisons qui sont derrière la punition sont pas les mêmes. D'un côté, t'as l'écologie rétributive qui considère que tu mérites ça et que du coup, tu vas avoir une sanction qui est proportionnelle à ton action. Le conséquentialisme, c'est plus on fait ça parce que, enfin, par exemple, on va te sanctionner négativement parce que mais en gros, ça aura, enfin, c'est vraiment un point de vue utilitariste, hein, mais ça a de meilleures conséquences pour la société que tu sois contrôlé, enfin, sous contrôle, plutôt que tu sois en liberté. Ok, d'accord. Euh, et du coup, on en arrive aussi au fait que je pense que ce qui, finalement, en fait, d'après tous ces débats, et je pense que vous avez eu la même intuition que moi dans le chat, c'est que peut-être que ce qui compte au final sur la question du libre arbitre et de la responsabilité, c'est d'y croire et quelque part que en fait, quoi que disent les neurosciences et s'il y a enfin des changements qui sont au niveau des neurosciences, qui vont être faits au niveau des neurosciences, en fait, ben le libre arbitre, enfin l'illusion du libre arbitre, en tout cas l'impression qu'on est libre persistera toujours. C'est comme ça que Dennett, enfin il appelle ça une fiction utile. Parce que, comme disaient Antoine et Thibaut, qui n'est pas Thibaut, j'ai oublié ton prénom. Enfin, du coup, c'était Mariam, je crois. Vous disiez justement la même chose, Maria, pardon, en gros, ce serait l'idée que si on commence vraiment à se penser incapable de changer de comportement, et ben, il n'y aurait plus aucun. Enfin, plus personne ne ferait l'effort d'être moral et que, puisque de toutes les manières, ça servira à rien. Donc en fait, ce qui compte, et de toutes les manières, ça va subsister, je pense, c'est le sentiment de libre arbitre. On peut passer à la slide suivante. Et, euh, et bon, enfin, je voulais évoquer ces études-là, même s'il y a plein de, enfin, ça pose problème en termes de méthodologie et c'est pas les études qui sont très fiables parce qu'ils donnent pas d'informations vraiment sur leur protocole expérimental, mais en gros, c'est rigolo. Si vous voulez jeter un coup d'œil, en gros, ça part de la même intuition. Et c'est Rigoni et Brass et Baumeister qui ont qui pensent qui ont posé comme expérience qu'en faisant lire aux participants beaucoup de textes anti-libre arbitre, donc déterministes, qui appuient, qui confirment l'idée qu'on serait déterminé. Si on fait lire ce genre de texte à des gens, ils ont fait, dans leur expérience, ils en ont fait lire plein à des gens, que ça. Et apparemment, donc au moment où ils leur donnaient une tâche à réaliser, et ben, les participants avaient des comportements plus immoraux, c'est-à-dire que le fait d'avoir lu plein de textes qui prétendaient qu'on était complètement déterminé augmentait la tendance à tricher. Pareil, Baumeister pense que les discours anti-libre arbitre conduiraient à des comportements antisociaux plus agressifs et donc que ça aurait évidemment des conséquences assez graves pour la société, comme ce que vous disiez tout à l'heure. Mais bon, ça n'a pas du tout été prouvé, ça n'a pas été répliqué et voilà, donc il faut prendre ça avec des pincettes, mais
En tout cas, c'est vrai que peut-être ce genre d'articles que les idées de ce genre d'articles se répandent assez facilement parce que ça match certaines intuitions qu'on a déjà. Voilà, donc on peut conclure sur la deuxième partie. On a présenté différentes notions pour appréhender le problème du libre arbitre entre compatibilisme et incompatibiliste qui compte les déterminismes et le libertarianisme. Ensuite, on a montré que l'enchaînement pas de libre arbitre implique pas de responsabilité peut être remis en cause et que au moins il peut être remis en cause sur une des définitions du libre arbitre en fonction de si on considère le freedom from constraint ou freedom from causation. Et on a aussi montré qu'il y avait deux approches potentielles du droit pénal rétributif et conséquentialiste. Aujourd'hui, je tiens juste à dire que le droit pénal s'appuie sur les deux. Le dernier point qu'on a esquissé, c'était que en fait, les remises en question, le libre arbitre en a déjà connu plein, mais qu'il a toujours résisté et que potentiellement, ça peut suggérer qu'il résistera encore aux remises en question des sciences cognitives et des neurosciences. Voilà. Ben, merci beaucoup pour votre attention et je ne sais pas du coup si sur les 5 dernières minutes on peut peut-être débriefer. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, si ça vous a, enfin, si on peut débattre rapidement, si vous avez des idées sur la question. Et merci beaucoup pour votre attention. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement.